En réalité, je pense qu'il n'y a pas vraiment de voie royale. Il y a 20 ans, pour toi, il y avait besoin de structurer encore plus comme aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui m'a surpris? Qu'il n'y a pas de femmes. Non. Si. Bah oui, on n'aura Macroéconomique. pas de retraite normalement. Ah, alors, t'as la question des retraites, t'as la question aussi, on a vécu pendant des années avec des taux, la rémunération d'un taux sans risque. Quel conseil vous donneriez à un étudiant qui hésite encore à se lancer? Aujourd'hui, on se retrouve avec Christelle et Lou. Christelle, ça fait 15 ans qu'elle est gestionnaire des patrimoines et Lou, elle est en apprentissage en Master 2 des gestionnaires des patrimoines. Et on va opposer des visions différentes, la théorie versus la pratique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir gestionnaire des patrimoines? Honneur aux plus jeunes. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Du coup, moi, ça a été plus au début, j'étais tournée vers la compta. Et en fait, je me suis rendu compte que le relationnel, c'était super important pour moi, la relation client. Et c'est pour ça que je me suis tournée plus vers la gestion de patrimoine, comme il y a quand même des chiffres, mais beaucoup plus de relationnel. Ok. Et toi, Christelle? Bah écoute, ça va être à peu près la même réponse. J'ai toujours été passionnée par la finance et l'économie, mais avec le besoin, contrairement au côté très analytique de la compta, d'avoir à la fois le côté relationnel et surtout le développement de stratégies patrimoniales. Ok, très bien. Mais comptable, il voit des gens aussi, hein, vous savez ça. Oui, oui, mais c'est beaucoup plus... on est plus dans un bureau, plus... C'est vraiment pas le même métier, quoi. C'est beaucoup plus dans les chiffres. Oui, c'est un peu un monométier, monotâche, Exactement, alors qu'ici, on peut se diversifier. Ouais, exactement. On peut faire beaucoup de choses, de l'économie, financière. Pardon ? Je sais pas si les comptables vont aimer la présentation. C'était peut-être pas... On n'est pas là pour faire des amis. Hein. Sachez que tout ce qu'on dit, ça va être gardé. Hein. C'est diffusé tel quel, Lou. Ok, du coup, alors Christelle, toi, tu as fait quoi comme étude une fois que tu as voulu être gestionnaire des patrimoines? Parcours assez classique, licence en gestion des marchés financiers et un master en ingénierie patrimoniale. Ok, et avec ça, tu es censé être gestionnaire des Avec patrimoines? ça, tu as plutôt une bonne base technique sur les différents aspects de la gestion de patrimoine. Et c'est 5 ans? C'est 5 ans. Ok. Ouais. Et toi? J'ai à peu près le même parcours. Du coup, BUT, GEA. Et après, je suis partie donc en master. GEA, c'est quoi, gestion? GEA, c'est gestion des entreprises et des administrations. Okay. Et après, master 1 et là, mon master 2 en gestion de patrimoine également. Ok, très bien. Très classique. Et du coup, plutôt une question pour Christelle. Quelles matières ont vraiment servi dans ta pratique d'aujourd'hui? La fiscalité et le droit civil. Je pense que c'est vraiment, ça a été les deux pôles principaux pour avoir le vernis nécessaire sur l'aspect technique. Alors moi, je ne suis pas du tout dans votre domaine. Du coup, fiscalité et droit civil. Droit civil, c'est vraiment de la théorie. Il faut apprendre un livre comme ça. C'est de la théorie pure. Tu peux t'endormir le soir avec le code civil sur ta table de chevet. C'est vraiment de la théorie pure. C'est ce qui te permet après, derrière, de pouvoir développer tes stratégies. Et en vrai, quel que soit le scénario et quel que soit le profil client que tu as en face de toi, c'est des notions qui sont incontournables. Ok. Et aujourd'hui, la fiscalité, elle change tout le temps, La fiscalité, elle change tout le temps. Donc qu'est-ce que tu apprends? Parce que tu n'apprends pas juste à un livre, tu apprends des notions un peu... Tu apprends les notions très théoriques et qui sont en fait un socle. Parce que derrière, bien évidemment, ça change continuellement. Mais tu as la base qui, elle, ne change jamais, et la réflexion aussi qui se construit sur ces aspects-là. Et toi, du coup, Lou? Je dirais exactement la même chose. C'est ce qui est le plus important et c'est en vrai ce qu'on voit le plus en cours. Droit de la famille, la fiscalité, c'est les premières matières et c'est le socle de base. Et après, on rajoute tout ce qui va être marché financier, etc. Mais vraiment, le socle de base, c'est ce que Christelle a dit. Et ça, on l'apprend dans quelle année? En master 1 et après on continue en master 2. Souvent on commence par les particuliers, par exemple en fiscalité, et après on va plus parler des sociétés. Voilà. Et la IA, du coup, dans ce type de matières qui sont ultra théoriques, elle vous aide un peu où il faut vraiment une connaissance, un socle, savoir penser, entre guillemets, savoir réfléchir. L'IA, tel qu'on peut l'utiliser aujourd'hui, c'est plutôt sur les aspects de facilitation
des process, sur l'automatisation de certaines tâches, sur cette partie, pour la partie veille réglementaire et juridique, éventuellement. Maintenant, pour tout ce qui est vraiment théorie et application de la théorie, je ne conseille pas trop encore d'utiliser ces outils, ça peut éviter de dire certaines conneries. Ouais. Ok, très bien. Pour l'instant, hein. Vous n'allez dire jamais. Hein. Pour l'instant, c'est certain. Donc, toi, bientôt, tu vas être diplômé en Master 2, mais pour vous, c'est incontournable ces diplômes ou il faut d'autres certifications en plus? En réalité, je pense qu'il n'y a pas vraiment de voie royale pour la gestion de patrimoine parce qu'on côtoie des personnes au quotidien qui viennent d'univers assez différents. Tu as des personnes qui viennent d'un cursus purement immobilier. Donc, il n'y a pas de voie royale. Maintenant, le schéma, le parcours un peu traditionnel, c'est celui qui te permettra vraiment d'être un peu le médecin généraliste. C'est-à-dire de pouvoir aborder toutes les thématiques, qu'elles soient fiscales, qu'elles soient juridiques. Mais tu peux aussi y arriver par d'autres biais et avec un peu de travail et de curiosité, c'est pas infaisable. Mais il faut une certification, on est d'accord, non, pour pouvoir être agréé? Il te faut des certifications. Pas un diplôme, juste la certification. Il te faut des diplômes. Et il faut un diplôme. Les accréditations, généralement, dépendent aussi du diplôme. Tu peux pas aujourd'hui prétendre être CIF, donc conseiller en investissement financier. Tu peux pas avoir la CJA, qui est la compétence juridique appropriée, si tu n'as pas soit le diplôme, soit un certain nombre d'années d'expérience professionnelle qui te permettent de pouvoir prétendre à ça. Carte T, pareil aussi. Hein. Carte T, exactement, pour la partie immobilière. Et ça, même si tu es salarié d'une boîte qui a les certifications? Il te faut, bien sûr. Ok, donc même si tu es salarié CGP, il faut quand même... il faut avoir... Alors, tu as certaines cartes qui sont adossées au cabinet, mais en tant que salarié, et pour pouvoir délivrer ton conseil, il te faut absolument être CIF, avoir l'AMF, qui est le diplôme de l'autorité des marchés financiers. Ok, je ne savais pas. Et du coup, au contraire, quelles compétences tu penses que tu n'as pas assez développées dans les études, aux deux, qu'aujourd'hui, quand tu pratiques, il te manquerait? Dans la pratique, il y a des choses que tu n'apprends pas à l'école. Peut-être que tu n'apprends pas tout court. L'aisance dans les relations humaines, l'écoute active, la pédagogie. Ça, c'est des choses que tu ne vois pas forcément à l'école. Moi, je reste persuadée que c'est des qualités intrinsèques que tu as, ou alors qu'il faut vraiment développer. Exactement, qu'il faut vraiment développer, parce qu'elles sont tout aussi importantes en réalité que les bases techniques. Oui. Toi, du coup, tu as fait le choix d'être en apprentissage. Est-ce que tout le monde fait la même chose ou... La plupart. Donc, soit dans gestion de patrimoine, soit dans des cabinets ou dans des banques ou dans des assurances. Mais je rejoins Christelle sur ce point. Les aspects techniques, les principaux, on les voit en cours. Oui. Maintenant, ce qui est pédagogie, bien expliqué aux clients, etc., ce genre de notions, en fait, que soit qu'on apprend aussi un peu sur le terrain, quoi, qui se développe et qu'on doit quand même avoir en soi de base, je pense. Tout ça, on n'apprend pas. Il n'y a pas des cours pratiques, mise en scène. Non, quelques mises en scène, mais c'est de la mise en scène, c'est jamais avec un client. Exactement, ouais. Ok. Et puis ça remplacera jamais le terrain. C'est ça. En vrai, on peut t'apprendre que face à un client, il faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça. Il n'y a que le jour où on te pousse dans la piscine, qu'on regarde si tu sais nager. Sans dénigrer les profs, ils ne sont pas gestionnaires des patrimoines. Ils ne gèrent pas des clients et le quotidien de l'humain, on connaît tous que c'est l'humain. La théorie à la pratique. Voilà. Tout à fait. Alors, vas-y, on passe au bloc numéro D. Dans quelle situation concrète tes connaissances théoriques t'aident le plus dans ton quotidien? En réalité, j'ai envie de dire dans toutes les situations concrètes, parce que quel que soit le degré de complexité du dossier que tu as à gérer, les connaissances théoriques, elles sont indispensables. Donc bien évidemment, quand tu vas être sur des cas très spécifiques avec des fiscalités internationales, des conventions fiscales qui se croisent pour les expatriés ou des problématiques sur des montages juridiques pour des chefs d'entreprise, là, tu as un niveau de complexité qui nécessite d'avoir une bonne base théorique. Mais ça, tu regardes avant le rendez-vous, par exemple, tu ne connais pas par cœur tout ça?
Alors, tu connais pas par cœur. Après, avec les années, Oui, tu connais un peu, c'est la page numéro 25. Oui, qui ok. commencent à devenir des automatismes. Et puis, on bosse jamais tout seul non plus. Oui. Hein. Attention, hein, derrière, c'est des équipes avec chacun qui a un vernis spécifique, qui a des compétences et des appétences sur certains sujets. Donc, tu n'es jamais tout seul. Mais je pense que même le dossier qui peut paraître un peu basique, sans que ce soit péjoratif, hein, mais le simple contrat d'assurance vie qui est pourtant détenu par 50 millions de Français. Il n'y a pas 50 millions de Français, tu as 50 millions de contrats. Pas beaucoup de Français. Mais Si, il y a peut-être des enfants qui ont des contrats d'assurance. Il y a peut-être des enfants qui ont des contrats d'assurance vie. On le conseille d'ailleurs. Ah oui, ma fille, elle a un contrat d'assurance vie. Pour les enfants. Mais la simple rédaction de la clause bénéficiaire, qui pourtant peut être quelque chose d'assez basique, d'un point de vue théorique, elle est essentielle aussi. Donc, pour moi, tu le retrouves sur tous les aspects et avec tous les profils. Okay. Et toi, Lou, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui C'est un GFI qui... La théorie de l'école t'a aidé à les faire? Du coup, ça aide beaucoup plus les notions que tu apprends en cours, tout simplement, pour avoir des bonnes bases. Comme l'a dit Christelle, des bonnes bases, des automatismes aussi, même pour les choses les plus simples. Par exemple, si un client a une société, savoir de quoi on parle, est-ce qu'il est considéré comme salarié, travailleur non salarié. En fait, c'est toutes ces petites bases et ces automatismes que tu apprends à l'école et qui te sont nécessaires en pratique. Okay. Et là, aujourd'hui, c'est un GFI, toi, tu ne gères pas des clients parce que tu n'as pas des certifications. Exactement. Donc, tu fais quoi aujourd'hui, c'est un GFI? Du coup, moi, je suis en bac et en middle office. Donc, je travaille avec les conseillers pour toute la partie réglementaire et tout ce qu'il y a à faire en création de souscriptions, etc. Pour les aider dans leur quotidien, dans leurs rendez-vous, répondre aux questions des clients s'ils ont besoin, etc. Ok, très bien. Très, très bien. Et donc oui, je pense qu'on a répondu à la question d'après. Quel aspect du métier ne s'apprennent pas à l'école? C'est tout ce qui est relationnel. Il y a d'autres aspects. La pédagogie. Parce qu'en réalité, on est sur le match théorie versus pratique. Tu peux avoir la meilleure stratégie financière à présenter à ton client. Si tu n'es pas capable de lui expliquer de manière claire, précise, pourquoi, là où tu veux l'emmener et les raisons, en réalité, le client, il ne te suivra pas. Surtout que c'est pas que vous avez une mauvaise presse, mais tout ce qui touche l'argent, il faut être très ouvert, très clair avec les frais, les pas frais. Ça, entre guillemets, pour le commun des mortels, mettre l'argent chez un gestionnaire des patrimoines, c'est que pour les riches, alors qu'on peut y accéder. Tout à fait. Même si on n'a que 1000 € à placer. Mais on va toujours un peu avec des pincettes. Tu vas avec des pincettes. Il y a des gens qui arrivent en effet avec pas mal d'a priori. Maintenant, et à juste titre, la pédagogie et la transparence, c'est ce qui va t'aider derrière à bâtir une relation de confiance. Oui, la transparence, parce que c'est la clé. C'est la clé. Christelle, toi, ça fait 15 ans que tu travailles. Est-ce que tu as vu que le métier a changé en 15 ans? Le métier a forcément changé, déjà au gré de l'évolution de la réglementation. Et ça, c'est pas plus mal, parce que ça a permis de structurer un petit peu un univers qui avait besoin de l'être. Il y a 20 ans, pour toi, il y avait besoin de structurer encore plus comme aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce qu'on faisait il y a 20 ans que... On faisait des choses beaucoup plus exotiques et des signatures sur des bouts de nappe en fin de repas. Bon, là, aujourd'hui, tu as tout un process... digital. Alors, digitalisé, aujourd'hui, c'est une évidence absolue, mais tu as tout un process réglementaire quand même qui encadre ta relation avec le client et la mise en place des solutions. Et ça, je pense que c'était une chose importante. Ouais. Okay. Et puis, on est aujourd'hui face à une nouvelle génération aussi de cabinets qui a à cœur, je pense, de redorer un petit peu le blason de la profession, d'être moins orienté sur de la vente et du one-shot, et plus vraiment travailler sur un accompagnement global avec tout un hub de services que tu peux proposer aujourd'hui à ta clientèle. Ça, en vrai, il y avait des gestionnaires des patrimoines pour les riches ou ultra riches qui ont toujours fait ça. Plus accompagnement, mais c'était destiné à une clientèle un peu fortunée. Très fortunée. Et aujourd'hui, on est capable de faire ça à des gens moins fortunés. Ça s'est beaucoup plus démocratisé. Et même au niveau des solutions d'investissement.
Aujourd'hui, tu peux rendre accessible des solutions d'investissement qui ne l'étaient pas il y a 15 ans, ou alors sur des tickets d'entrée beaucoup plus importants. Ok. Donc ça a profondément évolué. Et puis la législation, et puis la fiscalité, et puis tout. Ok. Et tu vois une différence des connaissances des gens entre aujourd'hui, quelqu'un qui arrive au rendez-vous, il sait plus ou moins qu'il y a 20 ans, 15 ans? Bizarrement, tu as plus accès à l'information aujourd'hui. Et pour autant, je ne trouve pas qu'il y ait forcément plus de clients et éduqués au sens financier Oui, voilà. et patrimonial du terme. Trop d'infos tue l'info. Oui. Et je pense qu'en réalité, les gens sont aussi perdus aujourd'hui qu'ils pouvaient être il y a 15 ans, malgré le fait que maintenant, tu as plein de médias, tu as plein de supports. C'est comme dans n'importe quel sujet. Tu le vois aujourd'hui, tu entends tout et son contraire. Oui. Et c'est pas toujours évident de savoir où est-ce que toi, tu te positionnes, ce qu'il faut faire pour toi. Donc, c'est assez ambivalent. Ça Ok. peut paraître un peu Oui, bizarrement. non, mais je comprends ça. mais ouais. Il aura toujours besoin d'une personne pour canaliser un peu les Complètement. informations. Et puis, si tu passes par un gestionnaire des patrimoines, c'est parce que, tu te sens pas capable d'investir ton argent, tu veux l'investir, mais tu as un autre métier, tu as une famille, tu peux pas C'est tout ça. gérer dans ta vie, quoi. Il y a peut-être une conscience plus aiguë, en effet, Des clients. sur l'importance de gérer le patrimoine. Et c'est aussi lié à un contexte Bah oui, on macroéconomique. n'aura pas de retraite, hein, normalement. Alors, tu as la question des retraites, tu as la question aussi, on a vécu pendant des années avec des taux, la rémunération d'un taux sans risque qui était extrêmement rémunérateur. Et donc, tu n'avais pas cette conscience aiguë de la nécessité forcément de mettre peut-être d'autres choses en place pour préparer l'avenir, pour financer tes projets. Là-dessus, ça a aussi énormément évolué. Et aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de laisser de l'argent dormir sur des livrets ou ce genre de choses. Donc, la conscience est quand même un peu plus aiguë. Pour autant savoir quoi faire, je pense que c'est un autre sujet. Voilà. Alors du coup, une petite question. Est-ce que c'est plus important d'être expert technique ou bon pédagogue? Et la réponse de il faut être les deux, ça marche pas. C'est complètement les deux. Ah oui, je sais. C'est complètement les deux. Après, s'il faut en choisir une, pour moi, c'est la pédagogie. Ok. C'est la pédagogie parce que je le redis, tu peux avoir la meilleure solution pour ton client de manière très factuelle et rationnelle. Si tu n'es pas capable de lui expliquer ce que tu mets en place, pourquoi tu le mets en place et les différents impacts, il ne te suivra pas. Oui. Et il faut qu'il comprenne parce que c'est lui le décisionnaire derrière. C'est son argent, c'est son argent, futur, voilà. c'est sa retraite. Ok, oui. Non, mais... Donc, s'il faut choisir, pédagogie. Il faut être un bon pédagogue avec des copains derrière, avec une bonne caisse à outils derrière. Voilà. Très bien. Et alors, aujourd'hui, quel logiciel dans votre quotidien vous utilisez? Est-ce qu'il y a des outils d'éveil régulières ou des outils pour faciliter les tâches dans votre quotidien? Alors, on a beaucoup d'outils qui nous aident au quotidien, des outils de CRM, donc pour la partie gestion de la relation client, tu as des outils de veille juridique et réglementaire, des outils de simulation pour pouvoir travailler sur certaines thématiques. Ça peut être aussi bien la question de la transmission, le coût de la transmission, les axes d'optimisation. Donc, tu as tous ces outils, en effet, qu'on utilise aujourd'hui. Il y a 15 ans, il y en avait. Alors, ils existaient, mais ils étaient un peu moins performants. Okay. Mais ça existait déjà. Et à l'école, on en apprend. Vous apprennent un peu à utiliser? Il y a beaucoup de logiciels maintenant, ça se développe de plus en plus, de nouvelles sociétés aussi qui en créent. Mais les plus gros, surtout Harvest, qui est un énorme groupe où on peut faire beaucoup de choses avec ces logiciels, on les utilise en cours. Ah, donc il y a quand même un petit peu de pratique dans les cours, etc. pas que la théorie. Il faut s'en servir, donc c'est un peu théorie et pratique, c'est un peu des deux, quoi. Ok, voilà. Ok. Je savais pas que vous utilisez ça aussi. Et alors du coup, peut-être pour Christelle et toi aussi, quelles compétences on doit travailler en premier quand on est étudiant? Quand on est étudiant? Ouais. Le conseil? Je pense que c'est toute la discussion qu'on a eue jusque-là, mais de travailler son écoute active
et attentive. Je pense que c'est une des clés sur ta réussite derrière et la relation client. Elle est nulle, ma réponse. Non, Non, elle est complètement nulle. Attends, c'est moi ce que je lui donne comme conseil pour... Ouais, en gros, Repose aujourd'hui... ta question. Si tu veux donner un conseil à quelqu'un qui est en train de faire des études ou qui veut devenir gestionnaire des patrimoines, c'est quoi la compétence qu'il faudrait travailler le plus? Ok. Est-ce qu'il faut mieux parler? Du coup, peut-être faire du théâtre? Est-ce que... Bon, attends, là, je réfléchis, je ne l'ai pas du tout. Parce qu'il faudrait que ce soit un truc un peu pertinent quand même. Si, l'écoute active. Ouais, je pense que c'est ça. Je sais pas. Qu'est-ce que j'avais mis? T'as pas ma réponse? Ah non. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Toi, aujourd'hui, tu fais quelque chose en dehors de la gestion de patrimoine que tu penses t'aide dans ton quotidien? Non, mais après, je pense que c'est plus... Ouais, c'est de la... Dans ta classe, par exemple, est-ce que tu vois aujourd'hui une différence entre toi et d'autres collègues de ta classe où tu t'es dit, lui, il va falloir absolument qu'il travaille quelque chose, sinon... Timidité? Non. Non, c'est quoi? Non. On disait l'écoute active et attentive et la rigueur. Je pense que vraiment, c'est un des points essentiels du métier. C'est un métier qui est passionnant, mais qui est exigeant. Et je pense qu'il faut se tenir à une certaine rigueur dans la gestion, la relation avec ton client et l'accompagnement au quotidien. Et pour toi? Pourquoi quoi? Non, pour toi, est-ce qu'elle a raison Mais après, pour moi, la rigueur, enfin, c'est une compétence... Pour moi, tu l'apprends pas, la rigueur. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Oui, tu la travailles, mais... Tu la travailles, mais souvent, il y a des gens qui en ont et d'autres qui en ont beaucoup moins, qui sont beaucoup plus... Non, mais là, c'était plus sur l'aspect conseil. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui veut se lancer ou D'être rigoureux? Bah oui. Ouais. Mais bien sûr, ma petite. Là, aujourd'hui, je sais pas quoi te dire, il te reste un an. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu as les compétences nécessaires pour travailler? Ou il te manque quelque chose? La théorie et plus de pratique. À part la théorie? Ah, mais beaucoup plus de pratique, bien sûr. Je pense que c'est ça. Après, la rigueur, je pense que ça va. Tu l'as déjà? Ouais. Mais oui, c'est la pratique, totalement. Être devant un client, comme Christelle l'a expliqué tout à l'heure. Hein. Être face à son premier client, tout seul, et devoir gérer l'entretien, bien le structurer, etc. quoi. Faire les bons conseils, tout simplement. Okay. Très bien. Moi, je vais répondre à sa place, mais ça fait un petit moment qu'elle est avec nous et qu'on bosse ensemble. Elle est prête, hein. C'est pour bientôt. Hein. Très bien, très bien. Dans 9 mois. Alors du coup, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de devenir étudiante en gestion des patrimoines? Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu as appris quelque chose pendant tes études que tu aurais aimé savoir avant de te lancer? Est-ce que tu as quelque chose qui t'a surpris ou tu t'attendais pas à ça? Attends, je réfléchisse. Qu'est-ce qui m'a surpris? Qu'il n'y a pas de femmes. C'est vrai? Non. Si. Ah oui, c'est quoi le taux de... Je sais pas, mais il est très bas. Ah, alors, je pense que ça s'est féminisé... En Master 2 ou les 3 premières années? Mais alors, c'est super bizarre parce que quand tu es en entreprise et qu'on va dans des déjeuners ou n'importe des réunions, n'importe quoi, il y a 90%, même plus d'hommes. Et pourtant, dans ma classe, il y a plus de filles que de garçons. Un Master 1? Ouais, Master 1, Master 2. Donc c'est, Après, je pense que c'est une question d'orientation aussi derrière. Et il est vrai que le côté... le milieu entrepreneurial d'un cabinet de gestion de patrimoine comme un GFI, c'est-à-dire dès lors que tu sors des structures plus institutionnelles, les banques, les assurances, ça reste encore un milieu plus masculin, même si là-dessus, par rapport à il y a 15 ans, clairement, ça se féminise de plus en plus et on y travaille. Mais je pense qu'il y a en effet cette question d'orientation post-diplôme qui diffère un peu selon les structures. Et là, par exemple, tes collègues dans ton Master 1, elles sont où? Elles font où leur apprentissage? Banque, assurance, cabinet de gestion de patrimoine.
Et c'est à peu près tout. Et vous parlez à un très bout de vous lancer directement après les études? En étant salarié Indépendant? ou indépendant? Oula, je pense qu'il n'y a pas grand monde. Je pense qu'avant d'être indépendant, il faut quand même Oui, passer quelques ans. passer par oui, le statut de salarié pour vraiment apprendre, être sur le terrain, bien comprendre les enjeux, etc. Ok. Voilà. Très bien. Très bien. Et alors, est-ce qu'il y a des pièges qu'il faut éviter en début de carrière? Peut-être toi qui vas répondre. Je pense vouloir arriver, vouloir un peu étaler tout ce qu'on sait et tout ce qu'on a appris en pensant que ça nous sécurise et que ça fait de nous un professionnel de renom. Je pense que c'est un peu le piège à éviter quand on commence. Il faut savoir dire non, ça je sais pas, je vais Il me faut, alors renseigner. déjà clairement, il faut accepter qu'on peut pas tout savoir. Ça c'est et c'est peut-être quelque chose d'ailleurs que j'aurais voulu un peu qu'on me sensibilise à l'école et de dire en fait tu ne peux pas tout savoir. Et tu t'appuies au quotidien sur des professionnels. On travaille avec des avocats, des experts comptables, des notaires. Il y en a qui ont une appétence beaucoup plus immobilière, surtout les aspects juridiques. Il y en a qui sont plus financiers. Personne ne peut tout savoir et personne ne peut être un spécialiste sur tous les domaines. Donc ça, c'est un point en effet important. Et ne pas arriver voilà, en étalant un petit peu toute sa science et en perdant le côté très humain et très émotionnel de la relation que tu as avec ton client en face et du métier. Parce que gérer les émotions, la finance comportementale, ça aussi, je pense que c'est des choses qui devraient être creusées un petit peu plus à l'école parce que c'est la clé. Oui, après, quand c'est ton premier rendez-vous et qu'à la deuxième question, tu ne sais pas répondre, je peux comprendre que... Tu bottes en touche. Tu bottes en touche, écoute. On verra dans un an. Et donc, tu m'as dit qu'il y a 20 ans, le métier était très différent. Est-ce que tu penses que dans 20 ans, il va être encore plus différent? Ça sera complètement différent de par l'utilisation de nouveaux outils et de nouveaux applicatifs. On le voit aujourd'hui, notamment avec l'IA, il y a beaucoup de choses qui font évoluer le métier. Pour moi, il y a quelque chose que tu remplaceras jamais et qui restera au cœur de tout, c'est la relation humaine et vraiment l'accompagnement dans lequel tu t'inscris, dans les projets de vie de tes clients. Ça, l'IA ne le remplacera pas. Donc toi, pour toi, dans 20 ans, on ne va pas avoir un espèce de coach IA avec lesquels je parle et je ne parle plus jamais avec un humain. Tu auras un super CGP 3.0, 4.0, 5.0 qui sera upgradé de tous les outils auxquels il aura accès. On n'avait pas accès il y a 15 ans et qu'on n'a même pas encore accès aujourd'hui. Mais le facteur humain et la relation humaine, tu ne la remplaceras pas. Donc votre métier ne va pas être remplacé par l'IA? Non. Même si techniquement, il pourra les faire. Il sera upgradé. De manière technique. Et puis, tout dépend ce que tu recherches aussi. Le client, tout dépend ce qu'il recherche. Tu as des clients qui sont très indépendants dans la gestion de leurs finances et ils auront une application et ils pourront solliciter un chat et avoir une réponse instantanée et ça leur ira très bien. Oui, aujourd'hui, avec Trade Republic, techniquement, tu peux être autonome. Tu peux le faire. Tu peux complètement le faire. Il y a des moments de vie où tu as besoin de parler et d'échanger avec un humain. Tu as des degrés de complexité de certains sujets qui nécessitent quand même une intervention, mais c'est comme dans la médecine. En vrai, demain, tu auras le médecin, le chirurgien, le médecin accompagné par l'IA, tu auras ton CGP de la même manière qu'il le sera. Oui, je suis complètement d'accord. Parce qu'il y a des trucs, quand tu touches un peu la famille, l'immobilier, la retraite, au bout d'un moment, j'espère que cette société va rester humaine et puis va vouloir parler à un humain, même si l'humain pourra faire 90% de la technique, entre guillemets, par l'IA. C'est ça. Mais le rendez-vous sera toujours le rendez-vous, l'échange. Quel conseil vous donneriez à un étudiant qui hésite encore à se lancer? Attends-toi d'il y a 4 ans. Toi, tu étais sûr que tu voulais faire gestionnaire des patrimoines? Ben, moi, j'ai commencé par un stage, du coup, qui m'a donné envie de devenir gestionnaire de patrimoine. Mais je pense qu'il faut se lancer dans tout ce qu'on entreprend, que ce soit de la gestion de patrimoine ou n'importe quoi. Donc oui, il faut se lancer. En plus, c'est beaucoup plus démocratisé maintenant.
Donc, je pense que c'est le bon moment pour s'y lancer et j'espère en tout cas qu'on ne va pas disparaître. Avec l'IA, ça sera peut-être des nouvelles façons de fonctionner, puisqu'on va travailler avec l'IA tout simplement Oui. parce qu'on aura peut-être besoin, entre guillemets, de moins de technicité. Mais comme l'a dit Christelle, hein, le côté pédagogue, il va toujours falloir l'avoir et je pense qu'il faut juste se lancer et voir où ça nous mène. Mais je pense que c'est un métier qui a de l'avenir, tout simplement. Et toi? De foncer. C'est un métier qui est passionnant. Et dès lors qu'on a cette curiosité un peu générale et globale, c'est un métier vraiment que je trouve complètement passionnant. Et s'il y a un conseil, je dirais, c'est de rester soi-même. Parce qu'il n'y a pas de profil type d'un conseiller en gestion de patrimoine ou d'un bon conseiller. Finalement, on finit par avoir aussi, je pense, les clients qui nous ressemblent. Et ouais. Donc, foncez et restez vous-même. Ah non, mais ça c'est bien, ça c'est bien. Bah voilà, comme vous voyez, il y a des filles dans le métier de gestionnaire des patrimoines. Hein, et sans filles, on en a 3. Oui. On est pas mal, hein, 3 sur 9. Ouais. Donc c'est un tiers. Bah voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager à des étudiants ou des futurs étudiants qui veulent devenir gestionnaires des patrimoines. Et on vous dit à une prochaine vidéo. Salut les filles. Ciao. Ciao.